est professeur à l'INSA et chercheur au LAS et à l'UNESCO. Voilà, donc. Je veux pas vous en dire un peu plus. En fait, on lui passe en fait. Mais non, finalement, c'est pas comme ça. On peut le bouger. Ouais, sans doute. Bonsoir. Donc n'hésitez pas durant l'exposé si vous avez des questions ou après pour interagir. Donc Mouna m'a demandé de vous parler de l'Internet des objets. On va le traiter en regardant un peu le contexte, en regardant des scénarios, et puis on commencera à regarder aussi quelles solutions on peut mettre en place. Et j'essaierai d'illustrer ça, entre autres avec des projets d'étudiants. Je commence à vous en mettre quelques-uns. Et on voit en fait ce qu'on peut faire avec des objets connectés, à la fois dans la maison, dans l'environnement ou dans l'énergie. Donc je commencerai par positionner le contexte, donner quelques définitions pour bien situer ce qu'on appelle les objets connectés, l'Internet des objets. Ensuite, on verra pourquoi c'est un point chaud, pourquoi derrière en fait il y a un marché économique et des industriels, des exemples de produits qui ont plus ou moins marché, des applications, et puis l'apport des standards et comment on voit l'Internet des objets actuellement et dans le futur. Alors tous mes transparents sont en anglais. J'ai repris des morceaux de présentation faits par-ci par-là et je m'embêtais sur certains. Et c'est dû aussi au fait qu'on fait des formations en anglais entre autres à l'INSA. Tous nos transparents basculent peu à peu en anglais, même si on parle en français dessus. Donc juste pour situer mes activités, donc je viens d'un laboratoire qui s'appelle le LAS, le laboratoire d'analyse d'architecture des systèmes, qui est en fait un laboratoire qui travaille sur les technologies de la communication au sens large, qui va aller des composants, donc la fabrication, il y a des salles blanches pour fabriquer des puces, sur leur mise en réseau, en communication, et puis sur les applications qui vont utiliser ces informations ou qui vont rendre des services. Donc, on est structuré en départements avec des thématiques un peu plus cibles autour de la robotique, de l'énergie, de l'informatique embarquée, par exemple. Donc, je suis aussi enseignant à l'INSA. L'INSA, vous connaissez. Donc, c'est un groupe qui regroupe un ensemble d'écoles, distribué à travers la France et même avec une antenne au Maroc, en Fès, qui est ouvert. Et donc, on couvre à travers ces différentes écoles et les partenaires que nous avons différentes thématiques. Donc sur Toulouse, on couvre des choses notamment autour de l'informatique, avec des options en 5e année autour de l'informatique décisionnelle, concernées sur le traitement de données, le big data, des choses qui sont montées très récemment à cheval sur plusieurs départements, sur les aspects mathématiques ou des aspects plus algorithmiques, le traitement d'information. Autour de l'Internet des objets, c'est aussi un thème que l'on développe maintenant depuis 4 ans sur l'INSA. Et en fait, on a cherché à adresser différents publics autour de ce domaine de l'Internet des objets. Donc, tout d'abord, nos étudiants qui viennent en fait en dernière année se spécialiser. Donc, on a une option qui s'appelle Innovative Smart System. Et l'idée de ces formations, c'est de mélanger en fait des étudiants de différentes provenances. Donc, on prend des étudiants qui viennent à la fois de génie physique, qui viennent d'automatique, d'électronique, d'informatique, de réseau, et on va en fait les faire monter en compétences dans tous ces domaines et voir l'Internet des objets, du composant, la fabrication. Donc, ils vont fabriquer par exemple des capteurs de gaz dans une salle blanche, puis après ils les mettent en réseau, ils construisent l'application, ils reçoivent des données, ils font du traitement de données dessus, de l'analyse de données, et puis ils fournissent des applications finales à des clients, soit des industriels, soit aussi des chercheurs ou des étudiants en fait, qui viennent dans cette formation pour créer leur start-up. On vise aussi les industriels. Donc on a aussi une formation spécialisée qui s'appelle le Master MS IoT, qui est ouvert là à des industriels qui veulent se recycler, donc qui sont déjà en poste et en fait qui veulent développer des compétences dans le domaine de l'Internet des objets. Et enfin, dernière formation autour plus orientée recherche, en collaboration là avec fortement avec l'ANSET, autour des réseaux embarqués et des objets connectés.
Et autour de ça, pour traiter l'innovation, on a mis aussi en place des pédagogies innovantes. Donc l'idée, c'est de relier enseignement, recherche et industrie, et de mettre l'étudiant au milieu de ça. Donc on le met dans les projets qui sont des projets innovants, qui viennent soit de la recherche ou de l'industrie, qui n'ont a priori pas de solution connue et donc qui doivent tout développer. On fait une évaluation par compétences et par portfolio, donc il n'y a plus d'examen. En fait, c'est l'étudiant qui doit prouver qu'il a acquis les compétences, et il doit nous expliquer pourquoi il a acquis ces compétences-là. Donc il n'y a plus d'examen, il y a des rendus TP, il y a des explications, de l'analyse à faire sur son cursus pour comprendre pourquoi on a acquis, par exemple, une capacité à traiter de l'information et à faire du big data. Qui doivent expliquer à travers les projets qu'ils ont faits comment ils ont réussi à faire ça. Et à travers aussi un projet, qui est un projet unique sur l'ensemble du semestre, où ils ont une présentation à faire devant les industriels et faire l'innovation. Voilà sur le cadre sur lequel on développe ces activités autour de l'Internet des objets. Donc maintenant, je vais revenir plus sur l'Internet des objets. Tout d'abord, en regardant un peu l'évolution du web. Donc si on regarde les années 96, arrivée du web, les premiers navigateurs, les premières informations accessibles à travers Internet, on était plus souvent sur des choses assez statiques. C'est-à-dire il y avait quelques personnes qui étaient capables de produire du contenu, des industriels, des chercheurs qui mettaient en ligne de l'information, et puis il y avait un grand nombre de personnes qui venaient consulter cette information-là. Ça, c'est les années après 96, on parlait du web 1.0. Web 2.0, année 2000-2006, là on commence à avoir de la production d'informations plus collective. Donc c'est les années des blogs, ce genre de choses, où en fait chaque individu peut produire du contenu, mettre de l'information sur Internet, et on produit de la connaissance, et tout le monde peut accéder à cette connaissance. Évolution plus récente, même si ça ne fait pas l'unanimité, ce qu'on appelle le web 3.0, cette fois-ci, il n'y a pas seulement l'humain qui produit de l'information, mais il y a aussi les machines, il y a aussi les systèmes d'information qui vont publier, donner accès à l'information, et on va pouvoir utiliser cette information-là. Ce web 3.0, finalement, il y a on peut le voir de différentes façons, il y a différentes choses qui constituent ce web 3.0. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux, la capacité à relier, à faire mélanger, à produire de l'information, à diffuser de l'information à travers cette notion de réseaux sociaux. Du web qui va être plus orienté vers du temps réel, des choses qui vont avoir des contraintes de temps. On va devoir répondre ou fournir l'information en un temps limité, et ça va être important pour les domaines ciblés. Le physical web, qui va être plus relié à des équipements physiques, donc du matériel, des informations qu'on va capter du monde réel, par exemple, à travers des capteurs. La partie programmable web, qui va être plutôt des librairies, des ensembles de fonctionnalités qui vont être accessibles et qu'on va diffuser pour permettre de construire de nouvelles formes de contenu ou des nouvelles formes d'applications. La partie sémantique, qui va plutôt s'intéresser à la signification, à catégoriser l'information, à la mettre en relation, pour qu'on puisse faire des interrogations plus évoluées. Il y a des gens ici qui travaillent dans ce domaine-là en recherche. Et le Web of Things, qui est un peu le mélange de tout ça, où on va avoir à la fois des choses qui viennent du monde physique, donc on va capter l'information du monde réel, on va essayer de la mettre en forme pour la comprendre, pour pouvoir l'analyser et pour produire de la connaissance et pouvoir produire de la valeur ajoutée, avec des choses qui vont interagir en temps réel potentiellement, donc qui vont être assez contraints sur le monde réel. Et tout ça va produire l'Internet des objets, l'accessibilité à un monde physique via l'Internet. En termes de définition, l'Internet des objets, il y a plusieurs définitions. Alors, historiquement, on parlait du machine-to-machine, donc la capacité des machines à communiquer entre elles, sans avoir d'humain dans le système. Alors ça, c'est assez ancien. Hein. Par exemple, vous avez une alarme qui sonne dans une banque, et bien derrière, ça va aller vers un commissariat et ça va faire agir une sonnerie, et donc là, vous avez deux éléments matériels qui ont communiqué à travers un réseau. On était déjà dans les prémices du machine-to-machine. Dans les années 2012-2013, on a commencé plutôt à parler de l'Internet des objets, plutôt que le machine-to-machine, parce qu'on est parti sur des technologies plus de l'Internet, qui étaient éprouvées, parce que tout le monde maintenant navigue, utilise son navigateur, utilise Internet. Eh bien, on a fait riper un peu ces technologies-là vers les technologies utilisées dans Internet, à travers notamment les outils de communication, les protocoles de communication. Donc là, l'Internet des objets, on peut le voir de différentes façons. On peut voir ça comme un réseau de réseaux. On a des réseaux d'objets qui sont connectés à un réseau plus important qui va ouvrir vers le monde, et on va pouvoir dialoguer avec ces objets, on va pouvoir récupérer de l'information sur ces objets-là.
Certains, vous avez par exemple des montres connectées, j'en ai une, qui remonte l'information de mon rythme cardiaque sur Internet et qui est utilisable par je ne sais pas qui. Donc dans ce réseau de réseaux, une des choses à pouvoir faire, c'est identifier les objets, connaître les objets, et là il y a beaucoup de challenges en termes de nombre d'objets. Donc on passe à une dimension qui n'est plus la dimension des ordinateurs en termes de nombre de choses connectées sur Internet, on passe à des choses où c'est des milliards d'objets qui vont dialoguer, et donc se pose le problème notamment de pouvoir les trouver ces objets. Comment on va les nommer, comment on va leur donner un nom, comment on va les retrouver sur l'Internet des objets. Donc ça c'est une des choses qui a occupé pas mal autour de l'Internet des objets et qui continue à poser des problèmes. Plus il y a d'objets, plus ça pose de problèmes en fait, sur le réseau. Il y a beaucoup d'activités de recherche aussi dans le domaine. On peut le voir au niveau technique simplement comme un Internet plus. Il y a plus de choses, on peut faire plus de choses, mais ça reste de l'Internet, un dialogue, on échange de l'information, et ce n'est rien de plus qu'un nouvel Internet avec des humains, mais aussi des objets, des choses matérielles. Au niveau de l'utilisateur, au niveau de l'industriel, c'est un espace d'innovation. C'est une capacité en fait à produire de nouvelles choses, à imaginer de nouveaux usages, et tout ça de façon assez facile. Derrière, vous avez tout le développement des objets à travers l'Arduino, des choses comme ça, donc des choses qui ont été insufflées dans le grand public et aussi dans les collèges. J'ai une fille, il y a déjà 3 ans, quand elle était au collège, elle a commencé à programmer des objets connectés. Et ça faisait partie de la formation de l'école, et ça descend, et l'idée est de descendre jusqu'à la primaire, à terme. Donc de pouvoir commencer à accéder à ces choses-là, commencer à programmer, à comprendre, de façon très simple, à travers des choses graphiques en fait, et les enfants accrochent très bien, ça marche très très rapidement. Derrière tout ça, il y a aussi une vision qui est plus une vision télécom des choses, qui est des objets et des services. Ça offre de nouveaux services, et ces services, on va pouvoir les mettre à disposition. Et derrière l'Internet des objets, il y a vraiment des opérateurs de télécom qui sont venus assez rapidement là-dessus pour venir faire de la valeur. Et donc pour eux, c'est une architecture de choses qui vont permettre de créer du service. Créer des services, les services, on va pouvoir les vendre. Bon, si on regarde un peu plus en détail le marché, c'est un marché qui est en très forte hausse chaque année, et les prévisions elles sont bonnes et ça continue à monter, donc en termes de billions de dollars, avec des domaines assez variés, c'est assez petit. Donc là c'est un classement qui a été fait, qui est ancien, 2013, où on classe en fait les domaines qui sont les plus intéressants. Et le plus intéressant en fait c'est l'automobile. C'est là où en fait ça a progressé le plus rapidement. Et vos voitures que vous achetez depuis déjà quelques années, maintenant sont équipées de cartes qui permettent de communiquer. Donc, si vous achetez une voiture, une Renault, Scénic, là, cette voiture-là, elle a une carte téléphonique à l'intérieur, une carte SIM, et elle va remonter des informations. Et je peux aussi avoir des applications qui viennent de Renault, qui me fournissent en fait des diagnostics sur ma voiture. Donc les voitures sont équipées de cartes, elles communiquent, et on met de plus en plus d'objets, de communication, de senseurs, d'actionneurs dedans. La semaine dernière, on avait une conférence faite par les fabricants, Renault, Actia et d'autres, et ils sont en train de transformer le véhicule. Et la marge en fait, qui vont se faire à terme dans la vente de véhicules, ce n'est plus le véhicule, c'est le service. Quels sont les services qu'ils vont fournir autour du véhicule? Ça pose aussi des problèmes, parce que ça va être de plus en plus compliqué à maintenir. Derrière, le petit garagiste, on posait des questions, que va-t-il devenir là-dedans, face à des choses qui sont de plus en plus techniques et qui vont nécessiter de plus en plus de matériel. Il y a vraiment une difficulté là, à terme. Donc, premier domaine, l'automobile. Et il y a des directives européennes qui ont poussé aussi à ça. Le bouton d'alerte, par exemple, en cas d'accident, l'alerte automatique, ça veut dire que le véhicule communique. On va avoir des objets derrière, on va capter qu'il y a eu un accident, que le véhicule a eu immobilisé, et donc alerte automatique, et là on est déjà dans l'Internet des objets. L'énergie, donc avec une pression assez forte pour la réduction de la facture énergétique, et là,
autant au niveau des réseaux de distribution, des équipements, la mesure, pour qu'EDF pilote correctement son réseau, c'est des choses qui sont assez anciennes. Autant l'arrivée chez le particulier, chez nous, c'est un peu plus délicat. Derrière, c'est des enjeux qui sont à la fois, on l'a vu avec Niki, ce nouveau compteur qui arrive, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Est-ce qu'il produit des choses? Certains brûlent. Est-ce que ça crée des ondes? Donc, il y a toute cette phase aussi d'apprentissage, de compréhension de cet équipement. Et derrière, l'usager, la difficulté pour EDF, c'est qu'un usager, on ne veut pas payer plus cher. Parce que ce service-là, pourquoi on en aurait besoin, ça marche très bien dans ma maison. Pourquoi j'ai besoin de payer plus cher pour avoir un nouveau service qui finalement, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, EDF le voit parce que lui, il sait mesurer votre consommation, il sait en fait construire de nouveaux services. Je vous montrerai après vers quoi on peut aller dans ce domaine-là. Et surtout, ça lui permet de réguler la production d'énergie. Donc d'éviter ces pics de consommation au niveau de l'énergie, de pouvoir les anticiper et derrière de le gérer. On verra comment on peut faire ça. Donc automobile et énergie, c'est vraiment des domaines assez sensibles. Après, on retrouve des domaines, on voit les choses dans la sécurité, donc les équipements des maisons, vous allez mettre des caméras, vous allez mettre des serrures électroniques, ce genre de choses. Tous ces équipements-là aussi en développement. Et alors c'est assez bizarre. Par exemple, la ville intelligente, on entend assez parler dans les journaux, il y a d'activités là-dessus dans les grandes villes. Finalement, ce n'est pas un domaine qui est si porteur que ça. Et le problème derrière, c'est ce retour sur investissement. C'est-à-dire, on va développer les équipements, déployer les équipements, on va les maintenir, et le fonctionnement derrière. Et quand est-ce que la ville récupère de l'argent là-dessus, comment elle économise de l'argent? Quel service elle amène aux citoyens? Et ça, c'est pas si évident que ça dans les villes intelligentes, c'est pour ça que ça a du mal en fait, à décoller. Le dernier point sur ces graphiques, ici, c'est un graphique qui est plus orienté chez les opérateurs. Ce que vous voyez ici en vert, j'ai une perception de couleur qui n'est pas très bonne, mais voilà la courbe ici. En fait, c'est le revenu par abonné. Donc, le fait de payer votre abonnement téléphonique, votre carte, en fait, les opérateurs ils se rendent compte que ça va baisser. Ils auront de moins en moins d'argent lié à votre paiement d'abonnement. L'argent, ils vont se le faire sur les services qu'ils vont vous offrir, et là, ça croît. Notamment sur la partie automobile, en effet, ils équipent tous les véhicules de cartes de communication. Donc ça, c'est la tendance générale. Si on regarde un petit peu plus finement, en fait, les challenges que l'on va voir dans le futur, c'est des challenges qu'on appelle d'interopérabilité et de vision horizontale des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter un seul domaine, mais on va en fait utiliser les objets dans différents domaines. Un exemple, vous avez un capteur de présence chez vous, il peut gérer à la fois votre lumière, ce qu'il fait en général, ou votre alarme. Et si vous avez une alarme et une gestion automatique de votre lumière, en général, c'est deux capteurs de présence différents. Vous avez deux capteurs d'infrarouge qui vont être dans votre maison. Or, un seul suffit, on pourrait mélanger ce domaine qui est à la fois le domaine de la sécurité et à la fois le domaine de l'énergie. Donc ça, c'est vrai aussi au niveau industriel. On a plutôt une tendance à voir les choses de façon très verticale dans un domaine monolithique, alors que l'avenir, les prévisions sont que l'argent, le business, l'innovation se fera de façon horizontale. On va mélanger des choses où un capteur sur un autoroute servira à Météo France pour mesurer les choses, mais servira aussi à Vinci pour réguler son trafic, savoir ce qui se passe sur son autoroute. Et on va vendre, dispatcher, donner cette information-là à un ensemble d'industriels qui vont pouvoir utiliser ça de façon horizontale. Donc, la vraie progression en termes de métier, elle est en fait dans cette vision horizontale des choses qu'il faut construire. En regardant un petit peu quelques objets iconiques des anciens, donc, Nike qui avait fait une semelle connectée sur ses baskets qui vous permettait de mesurer votre activité ou votre capacité sportive. On en entend un peu moins parler. Des choses peut-être un peu plus intéressantes autour de la nature ou des plantes. Donc ça, c'est une société française, c'est Parrot, qui a fait ça. Donc vous mettez ça dans votre pot de fleurs, vous dites quelle fleur vous avez ou quelle plante vous avez, et le capteur va mesurer l'humidité, est-ce qu'il a un besoin, un apport en sel minéraux, des choses comme ça. Il va vous alerter pour dire, voilà, il faut faire quelque chose sur votre plante. Donc il y a tout un catalogue derrière, fait par des botanistes, qui vont vous expliquer comment mieux gérer vos plantes chez vous. Quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, 3-4 ans, c'est le thermostat intelligent, qui s'appelait Nest,
qui se vend encore. Je pense que j'en ai vu il n'y a pas très longtemps encore en grande surface. Alors ça a beaucoup fait parler de lui parce qu'en fait c'est Google qui a racheté cette société-là. Elle l'a racheté 3 milliards de dollars, qui était un des troisièmes, je crois, plus gros achats de Google à l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait ce thermostat-là? Il enregistrait un peu votre comportement. C'est-à-dire, vous tourniez, vous mettiez les trucs pour dire, bah voilà, à 18h, je rentre chez moi. À 21h, je voudrais baisser un peu la température parce que je vais me coucher. Alors, en fait, finalement, il faisait de l'apprentissage sur votre comportement. Quand vous le guidiez, vous l'aidiez en fait à comprendre ce qui se passait dans votre maison. Et après, il reproduisait ça de façon automatique. Voilà, 3 milliards de dollars pour ça. Ça ne s'est pas trop développé, on n'en voit pas tant que ça. Parce que le gain, en fait, ils annonçaient des gains d'énergie de l'ordre de 20%. Mais c'était 20% si vous mettiez votre chauffage à fond toute la journée, même quand vous n'étiez pas là. Ce qui était pas tout à fait le cas. Une autre société française, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit un peu plus en période de Noël, entre autres, c'est pour les clés. Vous retrouvez vos clés avec votre téléphone portable, vous pouvez faire sonner votre appareil, il vous dit aussi sur une carte où actuellement où sont vos clés, où sont l'équipement auquel vous avez connecté ça. Donc ça marche avec un téléphone portable, c'est pas très cher. Donc ça, on en voit, ça c'est Moustique qui fait ça, une société française. Encore un autre, sur la santé. Ça aussi, c'est des choses quand même qui se développent. Donc, tous les équipements, balance connectée, rythme cardiaque, observation de votre sommeil, dire si vous avez des rythmes, quand est-ce que vous êtes en sommeil profond, quand est-ce que vous êtes en sommeil léger, à quelle heure vous vous réveillez, voire même certains qui vous réveillent pendant que vous êtes en sommeil léger. Donc, si vous n'avez pas d'heure de réveil le matin, voilà, ça va vous décaler pour que vous ne soyez pas en sommeil profond. Il faut que c'est agréable de se réveiller. Et tout ce qui est montre connectée ou des choses comme ça, c'est un marché qui s'est quand même bien développé. Alors, il y a aussi des bides dans les objets connectés. Ça, c'était les lunettes Google. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu aussi. J'ai vu quelqu'un avec ces lunettes-là. C'était des lunettes où il y avait un écran. Avec les yeux, je pense, vous pouvez naviguer. Donc, comme avec une souris, vous aviez un bouton sur le côté pour cliquer. Alors, j'ai un collègue qui avait ça. Vous étiez en face de lui, vous discutiez avec lui, il était en train de ses lunettes, clac, 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 comme ça. Alors, en termes de social, c'est terrible. Bon, ça n'a pas marché très longtemps. Alors ces lunettes-là, ce type de lunettes, c'est utilisé par exemple pour les militaires. C'est des choses qui sont imaginées pour des industriels comme Airbus, pour faire de la formation ou intervenir sur des avions, pour suivre en fait, et savoir la documentation, en fait, pendant qu'il est dans l'avion, la personne voit où il faut qu'il passe, comment il doit passer dans le carlingue si c'est un peu étroit. Il fait ça à travers ces lunettes-là. Donc ça, c'est des choses plutôt au niveau industriel. Au niveau utilisateur lambda, c'est une chose qui n'a pas très bien marché. Donc ça, c'est toujours un peu le dilemme entre un objet connecté et comment il va être perçu par le public. C'est des choses sur lesquelles nous on travaille aussi à l'INSA. On a des cours spécifiques pour les étudiants, pour l'acceptabilité, la compréhension. Finalement, on peut faire des choses très évoluées, mais qui n'ont pas derrière d'utilisation, et les gens ne verront pas pourquoi ils achèteraient un truc comme ça. Bon. Pour les domaines d'application, je vais prendre un exemple un peu plus précis. Alors ça, c'est une grosse cartouche qu'on retrouve souvent dans les présentations autour de l'Internet des objets. Ça donne en fait tous les domaines où on voit des objets connectés, où on sent qu'il y a un intérêt. On retrouve des choses autour du réseau, de la sécurité, de la vente, du transport, de l'industrie, de la santé, de la maison, de la consommation, de l'énergie, des bâtiments. Et puis où ça va s'instancier en termes d'application, d'équipement. Je vous la présente parce qu'on la voit partout. Si vous voyez les séminaires sur Internet des objets, vous le verrez. On va plutôt rentrer dans un exemple un peu plus précis autour de la mesure de l'énergie, la gestion de l'énergie, de la quantification de l'énergie. Donc ça, c'est ce qui a été planifié et qu'on commence à voir arriver doucement. Donc on a d'un côté notre maison, avec un ensemble de compteurs qui vont être ici. Donc des compteurs intelligents, que ce soit Linky pour le compteur électrique, compteur de gaz, compteur d'eau, et puis derrière, la capacité de piloter un certain nombre d'équipements à l'intérieur de la maison, que ce soit des valves pour couper le gaz ou couper l'eau au cas où, ou couper des sources de consommation d'énergie électrique. Alors en France, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce que finalement, les opérateurs ne sont pas les mêmes.
EDF, GDF, l'eau, c'est des opérateurs différents. Dans certains pays, en fait, c'est assez simple à mettre en place, en Angleterre par exemple, parce que potentiellement c'est le même opérateur qui va faire tout et tous les compteurs sont au même endroit. Donc c'est assez naturel finalement de passer sur ces compteurs connectés, ce qui n'est pas le cas en France. Pour l'instant, on est sur les compteurs électriques, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière actuellement. Donc ces compteurs ou ces équipements sont connectés à ce qu'on appellera une passerelle, une gateway en anglais. Cette passerelle, c'est par exemple votre box chez lui. Donc, votre Livebox d'Orange, c'est une passerelle en fait. Et son rôle, ça va être de communiquer avec les objets qui sont dans la maison pour envoyer l'information sur Internet et sortir enfin de la maison. C'est vraiment cette interface-là, elle est là pour ça, pour venir collecter toutes ces informations qui sont captables et actionner tout ce qui peut être actionné dans la maison, et puis de renvoyer cette information-là sur Internet vers d'autres machines. Au niveau de la maison, on peut aussi avoir des choses qui vont permettre de visualiser de l'information. Alors c'était une des choses dans Linky, c'est d'avoir accès finalement en instantané à sa consommation. Et au prix que ça nous coûtait, où on en était dans la consommation et le coût que ça avait. Alors c'est des choses qui ont été expérimentées depuis aussi quelques années. Il y a des expériences, il y a 3 ans, il y avait des expériences comme ça sur Nice. En fait, de donner cette information à l'utilisateur, et voire même de lui donner des bonus s'il se comportait bien en termes d'énergie. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que ça marche bien pendant 3-4 mois, on fait un peu attention, et puis après, le naturel reprend le dessus et on reconsomme comme on en a envie, au moment où on a envie d'allumer quelque chose, on l'allume. Et donc c'est des choses qui ne marchent pas forcément très bien de donner cette information-là. Les utilisateurs qu'on est ne sont pas forcément très sensibles dans le long terme à ce genre d'informations. L'idée aussi de ces maisons, c'est de produire de l'énergie. Donc ça, c'est un vrai challenge dans les années à venir, même si ça s'est ralenti en France, parce que les bonus sur l'installation photovoltaïque sont beaucoup moins importants, parce que le prix du pétrole, finalement, n'a pas monté aussi vite avec le gaz de schiste, par exemple. Mais à terme, on aura la capacité de produire chez nous de l'énergie, de la stocker à travers les véhicules électriques, ou de produire de l'hydrogène si c'est une voiture à pile à hydrogène. Donc cette partie production d'énergie, ça c'est sûr qu'on va y aller. Et ça pose réellement des problèmes à l'opérateur EDF, le distributeur, parce que tout son réseau, il n'est pas construit comme ça. Son réseau, il est construit pour que l'énergie vienne de chez lui, arrive chez l'utilisateur. La remontée de l'énergie dans l'autre sens, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait, et les réseaux du distributeur ne sont pas conçus pour ça. Donc il faut absolument que cette énergie produite en local, elle soit consommée en local. Peut-être pas dans la maison, mais dans le quartier. Voilà. Donc là, il faut essayer d'organiser l'énergie autour du quartier, de groupes de maisons, et pas au niveau national. C'est impossible, ça ne marchera pas sur les réseaux, il n'y a pas l'argent pour faire évoluer les réseaux dans ce sens-là. Donc ça, c'est un vrai challenge, et dans les années à venir, ça va bouger. On reviendra peu à peu à équiper nos maisons avec du panneau photovoltaïque. Donc cette information de la maison va remonter, et elle va remonter vers des data centers. Donc des centres de stockage d'informations, chez Google, on paye pour ça, ou chez les prestataires locaux, et c'est là où les étudiants ici, vous allez travailler dessus, parce que vous avez de la donnée, vous avez de la donnée en un point central, et là il y a des traitements à faire pour comprendre ce qui se passe, analyser, avoir des actions à grande échelle sur un grand nombre d'équipements, pour pouvoir piloter au mieux cette émission. Le fait aussi de tout remonter de façon automatique, ça va amener des nouveaux services, je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet éventuellement de mieux utiliser l'énergie. Ça permet aussi de faire du délestage. Donc cette capacité en fait à couper les éléments dans la maison si on a des pics de consommation. Par exemple, Noël, le soir de Noël, c'est une centrale à charbon qui est rallumée juste pour le soir de Noël. Pour ce pic de consommation que l'on a. Et dans la journée, c'est pareil, on peut avoir des pics. Alors, vous avez des pays comme au Canada, en fait, l'opérateur a la capacité de couper les équipements chez vous. Faire une micro-coupure sur votre chauffage électrique pendant 1 minute, vous n'allez pas sentir la différence chez vous. Par contre, lui, derrière, ça peut, au niveau de centaines ou de milliers de maisons de faire ça, ça peut lui éviter soit un clash de son réseau électrique, soit de rallumer en effet un central où là, lui c'est l'hydraulique, au Canada, c'est un peu moins critique. Donc ça, c'est des choses qui existent au Canada. Vous avez en fait un abonnement à EDF qui permet à EDF de payer un peu moins cher votre énergie. Et EDF peut faire ça chez vous. C'est des choses qui existent en France, chez les industriels.
Ce que font les industriels, ils ont en général un groupe électrogène au cas où ils ont quand même besoin d'énergie. Mais s'ils débordent et s'ils consomment à ce moment-là de l'énergie, ils payent excessivement cher cette énergie. Ça va arriver aussi chez les utilisateurs finaux. Alors ces compteurs intelligents qui arrivent, même si Linky n'offre pas encore tout ça, donc l'idée c'est de pouvoir lire à distance les informations, donc plus de relever chez soi, de pouvoir aussi gérer à distance cet équipement-là, parce qu'il y a du logiciel dedans, et le logiciel, il faut le mettre à jour, il faut le faire vivre, corriger les bugs. C'est aussi des nouveaux services, par exemple du prépaiement. Comme on peut avoir sur le téléphone des cartes SIM, là, où on achète une heure de communication, ben là vous achèterez 10 kW, quand vous avez consommé 10 kW, c'est fini, ça se termine. C'est coupé. Ça c'est le genre de service qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre en place avec ce type de compteur. Même si on sent que au niveau sociétal, c'est pas quelque chose qui va passer facilement. Ce qui est plus intéressant, c'est la gestion du tarif. Donc actuellement en France on a 2 tarifs, pleureuse et pleine. À terme, ça sera beaucoup plus fin que ça en termes de grille de tarifs. Parce que ça va dépendre de la consommation du solaire. Donc quand il y aura du soleil, l'énergie sera moins chère. Par contre, si le soleil baisse, l'énergie va vous coûter plus cher. Donc vous ne serez pas derrière votre compteur à regarder et à dire oh, je débranche parce que je coupe ma machine à laver, je la rallumerai dans un quart d'heure parce que le soleil va arriver de nouveau et je pourrai rallumer la machine à laver. Donc l'idée, c'est que le compteur le fasse pour vous, puisse piloter les équipements, allumer ou planifier, vous dire voilà, votre lave-linge, allumez-le plutôt à cette heure-là, et là vous consommerez votre énergie vous coûtera moins cher. Donc toute cette automatisation, ça c'est intéressant. Des choses qui seront intéressantes pour maintenant. Voilà, tout ce qu'optimisation, interaction. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite en fait durant un projet européen qui a été fini en 2012. Projet européen, donc c'est un endroit. Our protagonist Jane has just gotten a new job from another city. We will follow her as she wakes up in her new rental apartment for one of her first working days at the new job. Jane's apartment has various energy-conserving and comfort-enhancing automatic features made possible by machine-to-machine technology. The various sensors in the apartment detect Jane's presence and activities as she is getting ready for work. Devices in the room react and adjust automatically to assist her. This is done through reasoning carried out within the background system. As Jane is now ready for work and leaving the apartment, the machine-to-machine system detects this and turns off the lights, reduces air conditioning, and enables the alarm system to enhance energy efficiency and security. Là, c'est l'intelligence nécessaire pour piloter ce système-là. On a réfléchi dans ce projet et on a mis en place des solutions pour After faire ça. leaving her apartment, Jane needs to leave for work. Luckily, her new employer sponsors their employees with smart e-bike-based commuting systems. Jane takes her smartphone and puts it onto the e-bike. The electronics on her e-bike have a wireless Bluetooth low-energy connection to her smartphone. The phone is also used for collecting data from different kinds of sensors, as well as monitoring and controlling the various features of the e-bike. Jane begins her journey towards the working place. A therapist has given her an exercise program she wants to follow. The e-bike system has been made aware of this, and it will now react and provide feedback accordingly. Là, c'était avec la société Some Polar. On cycling travaille aussi sur la santé. automatically uploaded to a server as she has chosen to participate in an optional recreation campaign where the company rewards exercising employees with small prizes. Des compétitions internes dans l'entreprise pour les bons comportements, And notamment en activates termes the de alarm vélo. system while also plugging in the battery charger. The company Jane works for is also included in an online car sharing system for situations where the employees quickly and temporarily need a car to travel somewhere. Jane is now at her desk carrying out her work. Using her mobile phone, she's able to make sure that everything is okay in her apartment and that the e-bike is successfully connected to the alarm system. Contrôle à distance qui est While vraiment assez sitting at her usuel. desk, Jane checks her email inbox and notices that she has to go to a business meeting with another company located a bit further away. Jane logs into the car sharing system and checks the availability of a suitable vehicle and makes a reservation according to her needs.
Jane goes to the parking lot and uses her smartphone to locate and access the shared vehicle she reserved previously. While driving, the smart car sharing system is online with sensors providing information to a server whenever necessary. Through these three application cases presented in this video, we have seen how the machine-to-machine technologies developed in the IKEA A2Next project. Voilà, ce que je voulais montrer à travers cette vidéo, on l'a fait en 2012 ce projet-là. Donc l'idée c'était bien celle-là, de voir de façon horizontale tout ce qui était nécessaire pour avoir cette journée aidée par des objets connectés, du réveil au transport jusqu'au travail, sur place, des trajets en voiture, et on n'était pas loin en 2012. Regardez maintenant les services que vous avez, alors ils sont de façon déconnectée, vous allez réserver votre voiture, vous la louez par votre smartphone et vous allez dans un hôtel chercher votre voiture, vous allez piloter les vélos aussi, et trouver un vélo et retirer l'antivol avec votre smartphone, avec des connexions. Tout ça, on l'a actuellement, mais de façon déconnectée. En 2012, on imaginait déjà tout intégrer dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans comment c'est fait, comment ça fonctionne cette chose-là derrière, comment on voit les choses, et je vais le présenter sous une vue un peu plus standard. Comment les standards voient cette vue de l'Internet des objets. Juste pour revenir sur ce marché qui est très vertical, ça c'est pas bon. C'est pas bon pour l'innovation d'avoir en fait des solutions pour chaque domaine où on veut mettre des objets connectés. C'est pas bon pour le consommateur parce que plus il y a de choses horizontales, plus il y a de choix, plus il y a de concurrence, plus les prix descendent. Donc ça c'est intéressant à la fois pour les entreprises mais aussi pour le consommateur. Donc vraiment cette vue en silo où des industriels, peu d'industriels en fait ont toute une filière à eux et vendent leurs produits, ça c'est quelque chose qui est vrai. Dans un bus par exemple, vous avez jusqu'à 12 antennes. 12 antennes qui vont chacun gérer une partie du bus. Le ticket, la sécurité du chauffeur, la gestion de l'énergie à l'intérieur. Tout ça en fait c'est des systèmes différents qui vont chacun être propriétaire d'un industriel avec une difficulté pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et donc par exemple dans les bus, il y a une évolution depuis un an ou deux, on est sur des solutions comme ça, horizontales, où on se partage l'information, les industriels se partagent l'information et essayent d'avoir par exemple un seul système de communication, un seul système qui va mesurer des informations et envoyer à toutes les applications, qu'on soit sur de la sécurité, sur la localisation du bus, sur la prédiction à quelle heure il va arriver, ce genre de choses. Pourquoi en fait ça a un sens? Parce que quand on construit ces systèmes-là, en fait, c'est toujours fait de la même façon. C'est toujours en fait des capteurs, des actionneurs qui vont piloter les choses du monde réel, avec des technologies qui vont être différentes, en fonction des évolutions. Si on est plutôt dans la maison, on va avoir des choses qui s'appellent par exemple un KNX, qui est quelque chose qui est déployé dans les immeubles, je ne sais pas ici ce qu'il y a, mais dans beaucoup d'immeubles on retrouve ces technologies-là. Ou chez le particulier, vous avez par exemple Orange, ils ont des solutions qui sont bâties sur cette technologie-là, technologie Zigbee, ou d'autres technologies. Ces capteurs et ces actionneurs vont toujours remonter l'information vers cette passerelle, qui va être chez un particulier une box, chez un industriel ça pourrait être un équipement un peu plus évolué. Et cette gateway va permettre d'envoyer l'information sur Internet, sur le réseau d'un opérateur Internet. Et cette information-là va être ensuite stockée sur des machines, sur des serveurs, sur du cloud, sur des centres de calcul, centres de traitement d'information. Et c'est à partir de ces centres-là qu'on va pouvoir venir se connecter. Donc quand vous vous connectez avec votre téléphone sur un équipement dans votre maison, par exemple, pour aller... il y avait une pub à un moment donné, c'était Orange qui faisait ça, on pouvait enclencher son système d'irrigation pour arroser sa pelouse. Eh bien ça fonctionne toujours comme ça en fait. On ne va pas communiquer avec son smartphone directement ici avec l'équipement. On va en fait communiquer avec un serveur qui se trouve chez Orange. Ce serveur-là va relier l'information sur votre box chez vous et cette box va envoyer l'information ici. C'est pas tout à fait innocent cette architecture-là, cette façon de construire les choses. Alors il y a une première raison, c'est une raison de simplification pour
que ça soit facile à installer, à mettre en place chez vous. Parce que ici, cet élément ici de transformation de l'information, d'envoi d'information sur Internet, il y a des paramétrages, il y a des choses à faire dessus qui peuvent être assez délicates si vous voulez garder un niveau de sécurité important chez vous, qu'on ne vienne pas attaquer votre box et récupérer des informations dessus. Il y a une première raison qui est celle-ci, la facilité de configuration, le fait de remonter toute l'information, ça va permettre en fait d'envoyer les informations plutôt d'ici vers le serveur, et ça c'est plus facile en termes de réseau. La deuxième raison, et c'est la plus importante, c'est que l'industriel, il veut que l'information soit chez lui. Il préfère que ça soit sur son serveur, qu'il puisse ensuite traiter cette information-là et éventuellement la revendre. Donc, vous pouvez avoir des informations au niveau de la santé, où ils vont agréger un ensemble d'informations collectées sur un ensemble de populations pour faire des statistiques sur, en moyenne, le rythme cardiaque, le taux d'effort des gens, comment ils bougent dans la journée. Des informations où vous êtes localisé avec votre smartphone. C'est des choses, sur les contrats, vous regarderez, vous êtes localisé à tout instant avec votre smartphone via l'opérateur, et cette information-là, il la revend. Il la revend, par exemple, à des offices de tourisme pour savoir quand il y a un événement, d'où viennent les gens, tout simplement. Donc c'est des choses, c'est anonymisé, certes, mais c'est l'information qui est utilisée. Donc c'est important pour les industriels de tout avoir chez eux. Comme ça, ils ont toute l'information, ils peuvent traiter, et les étudiants qui sont ici peuvent faire des algorithmes pour extraire de l'information et faire du système décisionnel derrière, et piloter les actions. Donc cette architecture-là, c'est ce qui est déployé communément dans toutes les applications, pour ces différentes raisons. Alors c'est assez complexe, parce que, en fait, pour faire tout ça, on va avoir des standards qui vont permettre de faire communiquer ces éléments-là, qu'ils puissent dialoguer entre eux. Il faut qu'ils parlent le même langage, et donc on a besoin derrière de standards. Le problème, c'est que ces standards, en fonction de l'endroit, le domaine d'application qu'on va avoir, ce n'est pas les mêmes standards. Donc si vous êtes par exemple dans l'énergie, ça va être un standard qui s'appelle CNLL, donc le plus répandu, et qui va normaliser ce qu'on peut faire au niveau de votre système. Et puis ça va dépendre aussi de où vous vous placez. Est-ce que vous êtes plutôt au niveau de l'objet? Est-ce que vous êtes plutôt au niveau du réseau qui va permettre de faire communiquer l'objet avec votre gateway? Ou est-ce que vous êtes à un niveau de service? Qu'est-ce que vous offrez sur votre serveur? Donc depuis quelques années, depuis en fait 2012, les organismes de standardisation se sont réunis à travers le monde pour essayer de créer un standard pour Internet des objets. Donc, voilà, comment je fais communiquer mes objets, comment j'offre l'accès à ces objets-là, pour que n'importe qui, industriel ou même un particulier, puisse venir construire des choses et dialoguer avec ces objets sans forcément avoir besoin de comprendre en détail comment ça peut fonctionner. Donc ils ont défini, pas trop aller là-dedans, une façon de voir les choses où on va avoir en fait les équipements ici, donc une vue assez réseau des choses, les équipements qui vont avoir les capteurs et les actionneurs, des choses qui vont représenter la gateway, et puis des choses qui vont représenter ici le serveur où je vais stocker mes informations, éventuellement la connexion avec d'autres domaines. Ensuite, ils ont défini les services. Comment je peux utiliser ça? Pas grand-chose. Pour pouvoir utiliser ça, il faut un minimum de fonctionnalités. Il faut que je puisse enregistrer. C'est-à-dire quand vous avez un nouvel objet, je dois le mettre dans mon réseau d'objets et il doit être capable de dialoguer avec ce système-là. C'est tout ce qu'on appelle la partie registration, enregistrement. C'est aussi un domaine où les objets évoluent beaucoup. Donc du jour au lendemain, vous pouvez ajouter un nouveau capteur dans votre maison. Par exemple, vous voulez mettre dans votre salle à manger un capteur de présence, vous l'installez et il doit être capable de dialoguer avec l'ensemble de votre système. Donc ça, c'est toute la partie découverte. C'est un domaine où en fait ça bouge beaucoup et on a besoin d'avoir quelque chose de très dynamique. Donc, des services qui vont permettre de découvrir, de comprendre en fait ce que vous avez mis en place. Des services de sécurité, ça c'est extrêmement important et c'est sûrement le point le plus faible dans les objets connectés. C'est qu'en général, le niveau de sécurité va être assez faible et on va pouvoir, avec un peu d'effort quand même, craquer ces objets, venir interagir. Donc au LAS, on a une équipe qui est spécialisée là-dedans et un verrou, par exemple, électronique, vous ouvrez avec votre smartphone, ils vont vous le casser assez facilement. Ils vont rentrer assez facilement dans votre maison, ça ne va pas trop leur poser de problème. Donc cet aspect sécurité, il est important. Alors pourquoi il est difficile à mettre en œuvre? Parce qu'il va consommer de l'énergie derrière. Plus on va mettre de sécurité, plus il va falloir crypter l'information, plus il va falloir échanger des informations qui vont être volumineuses.
pour arriver à faire de la sécurité. Et ça va consommer de l'énergie au niveau des équipements. Et souvent, ces équipements, ils fonctionnent sur des piles. Et on veut des durées de vie longues. Et donc, on va être obligé de baisser le niveau de sécurité pour faire un compromis entre énergie et sécurité acceptable. Et vous avez des expériences là-dedans où c'est en électricité, l'opérateur électrique en Allemagne qui a déployé, ça date de 5-6 ans, des compteurs aussi intelligents, et au bout d'une semaine, les compteurs étaient déjà craqués. Il y avait des gens qui avaient cassé la sécurité dessus parce qu'ils avaient mis un niveau trop léger de sécurité par rapport à ce que l'état de l'art sait faire assez facilement au niveau des pirates. Dans les services aussi assez intéressant, c'est tout ce qui va permettre la communication. Donc, comment on fait communiquer ces objets de différentes façons, comment on gère la partie paiement et usage, savoir comment on va derrière s'il y a du service payant, si on utilise un réseau et qu'on doit payer l'opérateur, comment on va mémoriser toutes ces informations-là. Donc ça fait des architectures de déploiement de ce type-là, où en fait à l'intérieur de chaque morceau nécessaire pour mettre en place la communication entre ces deux connectés, on va retrouver des services qui vont être capables d'offrir les fonctionnalités qu'un utilisateur, qu'un industriel attend pour pouvoir créer une application et utiliser votre réseau d'objets connectés ou son réseau, par exemple dans une usine, dans son usine. Au niveau de l'utilisation de ces architectures-là, c'est basé sur ce qu'on appelle les architectures REST, plutôt pour les étudiants. Donc c'est des architectures qui sont assez simples à utiliser. En fait, tout est vu comme une ressource. Donc un objet est une ressource, une température mesurée par un objet est une ressource. On voit tout comme des ressources, et quand on veut, par exemple, découvrir, on découvre des ressources. Et la façon dont c'est construit, c'est un peu comme vous fonctionnez sur votre navigateur. C'est-à-dire, au début, vous allez sur le site de France Télécom, vous mettez la première adresse, et puis après, vous avez votre page, et dans votre page, vous voyez les informations qui vous intéressent, et vous cliquez. Et là, en fait, vous descendez sur une nouvelle page, et bien là, ça va fonctionner pareil. On va créer une ressource, par exemple, qui va être cette pièce. Dans cette pièce, il y aura d'autres ressources en dessous, qui seront le capteur de température, le capteur de présence, le capteur de luminosité. Ensuite, sur ce capteur de luminosité, on peut avoir aussi une sous-ressource, etc., etc. Donc, on va construire comme ça un arbre, et ça va permettre de se déplacer assez facilement et de structurer l'information. Donc ça, c'est les architectures REST qui permettent ça. Et l'autre facilité sur ces architectures, c'est qu'en fait, il y a 4 opérations principales. Donc la façon, la bibliothèque pour accéder à ces ressources est assez simple. On peut créer une ressource. Donc, je mets un nouveau capteur, je crée une nouvelle ressource. On peut détruire une ressource. Si vous éliminez ce capteur, vous pouvez pouvoir le détruire. Ensuite, on peut consulter une valeur, faire une récupération